Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va faire un update lecture. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de point lecture sur cette chaîne. Je m'en excuse, mais vous le savez, je l'ai déjà dit, j'ai préféré prendre un petit peu de vacances en décembre. Donc on va se retrouver avec un point de lecture qui ne sera pas long, promis, mais qui sera divisé en deux parties. Donc vous aurez encore la semaine prochaine une vidéo update lecture. Mais j'espère que ça va pas vous déranger. Dans tous les cas, on va voir ensemble mes dernières lectures de l'année 2024. Il y a du bon comme du moins bon, en toute honnêteté. Là où je vais me concentrer sur les lectures du mois de novembre et il y a déjà 2 abandons. Et franchement, je ne m'attendais pas à abandonner ces 2 romans-là. J'ai même été surprise tellement pour l'un d'entre eux. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive d'abandonner ces lectures. J'avais énormément de mal avant, je sais pas si c'est pareil pour vous, à abandonner les lectures parce que j'avais ce compteur en fait qui tournait autour de mon année, de savoir en fait combien de livres j'avais lus au cours de l'année et je ne comptais pas les abandons dedans. Mais je me suis dit au bout d'un moment, vu le peu de temps que j'ai à consacrer à la lecture, autant lire des livres qui me plaisent. Et c'est notamment sur la lecture de l'un de ces abandons que je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais continuer à accorder le peu de temps que j'ai à une lecture qui m'inspire plus ou moins? Pourquoi je vais m'acharner sur cette lecture alors que je pourrais très bien prendre un autre livre qui m'intéresse encore plus? Donc je me suis dit aussi que j'allais compter les abandons dans mon compteur justement de livres lus au cours de l'année. Alors bien sûr, si c'est des abandons au bout de 50 pages, je ne vais pas les compter. Mais là par exemple, je suis arrivée à plus de 80% du roman. Je considère donc que ça peut faire au moins un livre lu puisqu'on est à plus de 300 pages. Il y a même des romans qui sont à moins de 300. Donc je considère que ce sont des livres lus et qui vont rentrer dans mon compteur et ainsi j'aurai un petit peu moins de stress au niveau de ce chiffre. Donc là je vais vous présenter au total 5 romans et 3 graphiques. Oui, j'ai dû compter parce que j'ai eu un bug. Et comme d'habitude, on ne perd pas la main, on commence avec les graphiques. Les graphiques en soi, franchement, ils sont tous plutôt bons. J'ai passé un agréable moment avec chacun d'entre eux. Et le premier que j'attrape, il s'agit d'un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions Jungle, qui est aussi l'adaptation d'un roman de Franck Tillier. Il s'agit de La Brigade des Cauchemars, le tome 1. Déjà, au niveau de cette couverture, je la trouve vraiment sublime et elle pose l'ambiance en fait pour le reste du tome, puisqu'on est avec ces personnages qui sont très marqués au niveau des yeux, je trouve. Et pour cause, on est avec des jeunes gens qui s'appellent Esteban et Tristan, qui ont tous les deux 14 ans et qui font partie de la mystérieuse Brigade des Cauchemars. Ils sont gérés par leur professeur qui les fait participer donc à un programme plutôt expérimental et unique. Le fait que cette Brigade des Cauchemars puisse rentrer directement dans le cauchemar des gens pour en trouver l'origine et donc l'anéantir pour que les gens puissent faire à nouveau de très beaux rêves. Et ce tome 1 va se concentrer sur le personnage de Sarah qui va débarquer avec ses cauchemars et son arrivée va bouleverser la vie des protagonistes, d'autant plus que Esteban est persuadé d'avoir déjà vu Sarah quelque part, mais reste à savoir où. Franchement, j'ai passé un très bon moment, ça a été une chouette découverte. J'ai beaucoup aimé les planches justement où on va tirer les traits sur les yeux pour leur donner un air fatigué, un petit peu angoissant, un petit peu aussi apeuré, notamment par le thème des cauchemars. Et j'ai bien aimé aussi la thématique qui ressort, la moralité qu'on va retrouver à la fin. Là, on est plutôt sur un discours de passage de l'adolescence à la vie d'adulte. J'ai bien aimé la manière dont c'était rythmé, la manière dont c'était construit aussi et le rapport avec les rêves et les cauchemars. Il y a beaucoup de métaphores autour de ça et j'ai bien aimé la construction dans l'ensemble. Donc ça me donne très curieuse de découvrir les autres tomes. Je ne suis pas sûre, en toute honnêteté, de le lire en bande dessinée, mais ça m'a bien intriguée en tout cas pour découvrir des romans de Franck Tillier. Il y a très longtemps, ma belle-mère m'avait passé Puzzle de cet auteur-là. Pour X ou Y raison, je ne sais plus, c'était plus par manque de temps. Je ne l'avais jamais terminé. Pourtant, il y avait un petit côté escape game qui m'appelait bien. Donc ça me rend encore plus curieuse de redécouvrir cet auteur et de me replonger un petit peu plus dans ses œuvres, notamment peut-être La Brigade des Cauchemars. Le second graphique, c'est un webcomic et vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps déjà, j'adore les tropes de réincarnation et celui-ci n'échappe pas à la règle. Il s'agit de Beware the Villainess qui m'a été envoyé par les éditions Coda. Et la particularité de celui-ci, si vous aimez pas tellement, on va dire, les webcomics à l'eau de rose où la romance est hyper présente. Là, on se retrouve avec une comédie qui m'a fait mourir de rire, si bien que je le lisais, en fait, ce webcomic en étant à côté de mon copain et à chaque fois, il me voyait m'exclaffer, il me disait « mais qu'est-ce qui t'arrive, tu lis quoi ?» Et j'ai vraiment passé des très très bons moments et j'ai bien rigolé, en fait, sur chacune de ces planches parce qu'on va avoir le trait des personnages qui sont assez tirés, qui tournent, en fait, vers le même et j'ai adoré la manière dont ça a été dessiné, donc ça m'a fait mourir de rire. Pour vous parler de l'histoire, nous sommes avec une jeune étudiante qui va se retrouver réincarnée dans un roman à l'eau de rose sous la peau de Mélissa, qui est une jeune noble connue pour ses excentricités, mais aussi son impulsivité, son arrogance, bref, c'est pas trop une personne sympathique.
Et la personne qui est donc réincarnée dans ce corps-là a bien décidé de bouleverser toutes les codes et la vie de Mélissa, si bien qu'elle va vouloir vraiment rembarrer tous les prétendants qui vont à ses pieds, notamment son fiancé, avec qui, du jour au lendemain, elle va demander de rompre les fiançailles, chose qui ne va pas bien apprécier, mais vous verrez, le personnage quand même est assez machiste, est assez aussi arrogant, imbu de lui-même et tout ce qui s'ensuit. Donc ça donne lieu vraiment à des situations très comiques, rocambolesques, et j'ai adoré. Mais elle est bien décidée en tout cas d'éloigner tous les hommes toxiques de sa vie, quitte à être un bras méchante en ce sens-là, mais c'est à mourir de rire. Franchement, si vous voulez passer sur une comédie qui tourne vraiment les traits de caractère sous des mèmes, j'ai vraiment apprécié cette partie-là. J'ai trouvé que c'était plutôt original parce que c'est la première fois que je découvre un roman qui est plus sur la comédie en reprenant les codes des shoujo et en utilisant les clichés justement pour en rire. Donc c'était super sympa, une excellente lecture. Là, on change complètement de registre avec le prochain graphique. Il s'agit d'un manga qui aborde des thèmes aussi très durs. C'est pour ça que je vous mets en garde dès maintenant sur les trigger warnings. Renseignez-vous parce qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent heurter la sensibilité de chacun. Pour ma part, il y en a quelques-uns qui sont assez difficiles pour moi, mais je trouve que les thèmes abordés sont très importants, très bien maniés justement pour dénoncer tout ça. Donc c'est vraiment un très bon manga et il s'agit donc de la suite de la série Adabana. Je tiens avec moi le tome 2. Je vous en ai parlé dans mon précédent point lecture, il me semble. On est avec une jeune adolescente qui est retrouvée démembrée au bord d'une rivière. On est en train d'enquêter justement pour savoir qui est l'auteur de ce crime et un beau matin, il y a une jeune étudiante qui se présente au commissariat pour faire ses aveux. Elle serait apparemment l'autrice de ce crime absolument atroce. Pour couronner le tout, il s'agissait en fait de sa meilleure amie. Elle va raconter les faits, comment s'est déroulé tout ceci et ses motivations. Les enquêteurs vont quand même se poser des questions. Ils ne sont pas tout à fait convaincus de son récit, de sa version des faits. C'est bien qu'ils commencent à se poser la question de savoir si elle dit la vérité, si elle n'a pas eu un complice ou au contraire si elle protège quelqu'un. Dans ce tome-ci, on s'attarde davantage du point de vue de la victime, si dans le tome 1 on était plutôt dans les aveux et le point de vue justement de la présumée autrice des faits. Là on est exclusivement avec le point de vue de la victime et ce qu'il se passe bien avant afin de comprendre quel était ce personnage-là, quelle était sa vie et quels étaient aussi malheureusement tous les sévices dont elle était victime. Dans le tome 2, on se retrouve alors dans le passé, retraçant le parcours donc de la victime. C'est celle qu'on voit sur la couverture ici. Et encore une fois, j'ai trouvé ce manga absolument bouleversant. Il était perturbant aussi, malaisant par les thématiques qui sont abordées et la manière dont c'est manié, dessiné. Il y a des scènes qui sont explicites et qui font mal au cœur. Franchement, j'ai eu énormément de peine pour ce personnage-là, d'autant plus qu'on sait que c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie, que de jeunes étudiantes, de jeunes adolescentes peuvent être victimes au quotidien et ça fait vraiment mal au cœur. En fait, je trouve que ce manga dénonce beaucoup de choses, notamment aussi par exemple le revenge porn. Donc encore une fois, s'il vous plaît, faites bien attention aux trigger warnings, ne pas mettre dans toutes les mains, faut être averti. Mais je pense que c'est vraiment un manga qui est très impactant, très perturbant aussi, mais il ne va pas vous laisser de marbre en fait, il va vous faire vraiment réfléchir sur certains thèmes, certaines situations et je l'ai trouvé super. Donc j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire parce que là, si on est retourné dans le passé, on n'a pas la continuité du tome 1, on n'a pas un peu plus d'éclaircissement sur qui serait l'auteur finalement de ce crime atroce, même s'il y a des éléments qui laissent sous-entendre. Mais c'est là aussi où on se retrouve ballotté entre plusieurs hypothèses parce qu'on ne sait pas trop où donner de la tête. Donc encore une fois, je vous le recommande chaudement, mais en étant averti des trigger warnings. C'en est tout pour les graphiques, on va s'attarder maintenant au roman et je vais commencer avec les abandons avant d'aller sur le podium et vous présenter à la toute fin mon coup de cœur, vraiment celui qui m'a réconcilié avec le genre de la romanticie. J'ai hâte de vous le présenter. Mais commençons d'abord par les deux abandons et celui que je prends en premier lieu, il s'agit du Faucheur de sorcières de Charissa Weeks, qui m'a été envoyé si gentiment en service de presse par les éditions Bookmark. Et vraiment, cet objet livre est absolument magnifique. Quand on regarde le jaspage, on y retrouve en plus de ça les personnages. Vraiment, on peut dire ce qu'on veut. Je trouve que les éditions Bookmark sont à peu près dans le top 2, voire le top 1 en vrai, des maisons d'édition qui nous font de magnifiques ouvrages. Parce que déjà, je trouve que la couverture est magnifique. On rajoute le jaspage, mais il y a vraiment
tous ces détails qu'on retrouve, et même à l'intérieur, on a plusieurs illustrations dans le relié. Donc je trouve quand même que, ok, ils sont chers, mais pour ma part, je trouve qu'ils valent quand même le prix. Bref, c'est pas ça le sujet. Dans cette histoire, nous sommes avec un royaume où chaque année, il y a la collecte. C'est le faucheur de sorcières qui vient dans un village pour emmener avec lui une sorcière. Rena, le personnage principal, est aussi une sorcière, mais ses pouvoirs sont très faibles, si bien qu'elle n'a jamais été choisie finalement par le faucheur de sorcières, à l'inverse de sa sœur aînée, ou cadette, mais en vrai, on s'en fout, qui a été choisie par le faucheur de sorcières, donc il y a quelques années auparavant. Rena n'a qu'une seule chose en tête depuis, c'est de se venger du faucheur de sorcières et de le tuer à la prochaine collecte. Le fameux jour arrive, Rena est prête, sauf que débarquent alors les soldats d'un empire voisin qui vient attaquer le village. Le faucheur de sorcières est là aussi au même moment, il arrive un petit peu tardivement, mais il prend part à la bataille et les deux protagonistes vont être forcés de voyager ensemble jusqu'à la capitale. Et là, il se passe des choses. Non, en fait, je rigole, il se passe absolument rien. C'est justement pour ça que j'ai abandonné le roman. J'ai trouvé qu'il y avait un grand problème de rythme dans ce roman parce que l'univers peut être super sympa, mais je le trouve absolument pas exploité ou alors très mal exploité. Le peu d'action dynamique, le peu de scènes de combat ou d'événements un petit peu perturbateurs qui vont venir entraver le chemin et même le voyage de notre protagoniste, eh bien, ça se déroule en une page ou deux et ensuite on se retrouve avec 6 pages, voire 6 chapitres de voyage interminables, si bien que j'ai abandonné, je crois, à 80%. J'étais presque à la fin. C'était une lecture commune sur mon Patreon et j'ai dit aux autres participants que j'avais l'impression que ça faisait 2 mois qu'ils étaient partis, alors qu'au contraire, ils sont partis que 2 semaines. Donc pour vous dire à quel point j'ai trouvé ce voyage interminable. Et voilà, c'est ce problème de rythme qui vient entacher le roman, je trouve, parce qu'il n'y a pas forcément de choses qui viennent dynamiser en fait ce long périple, ce long voyage dans le froid, dans la neige, où nos protagonistes, ok, se découvrent, se confient, au travers aussi de monologues qui vont nous présenter les mythes et légendes. Mais là, c'est un peu trop, en fait. Je trouve que le rythme est plat, on s'ennuie. Ça donne pas envie, en fait, de retourner dans le roman. Il n'y a pas d'action qui donne ce côté addictif, finalement, à ce roman-ci. J'espère que le tome 2 est mieux, parce que vraiment, j'ai failli craquer au début, je me suis dit je vais acheter le tome 2 alors que j'avais pas lu le tome 1, mais en fait j'ai vraiment bien fait. Je ne veux plus faire ça justement parce que je veux plus investir dans des romans que je n'ai pas lu le tome 1 au risque justement de pas aimer le tome 2 et d'avoir dépensé mon argent pour rien en gros. Mais voilà, ce que je peux dire au niveau de ce roman, c'est qu'il y a un gros problème de rythme et je ne suis pas forcément réfractaire aux romans contemplatifs qui se déroulent vraiment dans le temps, qui prennent le temps de voyager, de poser dans une ambiance, etc. Quand il y a un côté un peu dynamique, quand même un enjeu, et là j'ai eu du mal à le voir. Surtout que Rena est un personnage auquel je ne me suis pas du tout attachée parce que je la trouve très versatile au niveau de ses sentiments. Par contre, le personnage du faucheur de sorcières, donc Alexius, je l'ai trouvé pour le coup un petit peu original. Alors on retrouve quand même le fameux beau brun ténébreux, mystérieux et torturé, mais j'ai trouvé qu'à l'inverse d'autres personnages, nous étions vraiment sur un homme qui était très bienveillant, compréhensif, pas forcément impulsif, au contraire. Je l'ai trouvé assez compréhensif quand il est en face de sentiments impulsifs de Rena, qu'il essaye de la comprendre, de se mettre à sa place, de lui pardonner aussi. J'ai trouvé que c'était un très bon personnage, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur lui et un petit peu plus rapidement. Un peu dommage aussi que le côté conflit entre les territoires ne soit pas plus marqué ici, au profit justement de ce temps qui s'allonge, de ce voyage interminable. Vraiment, c'est là où je vous dis, il y a un problème de rythme. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur le world building. Bref, c'est tout ce que j'aurais à dire sur celui-ci. Je passe au suivant. Second abandon du mois de novembre, et là, je ne m'attendais pas à abandonner ce roman-là. En plus de ça, c'est un service de presse qui m'a été envoyé directement de la part de l'autrice. Donc, je suis très déçue de moi-même de ne pas avoir suffisamment accroché avec ce roman, mais c'est ainsi, on ne peut pas tout aimer. J'en ai parlé avec l'autrice elle-même, donc on a été dans un échange vraiment bienveillant, constructif et tout, donc j'ai beaucoup apprécié notre échange. J'ai abandonné donc Divine Darkness de Anatrice, le tome 1. On est avec un univers où on va considérer qu'il y a 3 royaumes pour l'instant dans ce tome 1. On a le royaume souterrain dans lequel vivent les humains qui sont un petit peu rejetés, et sur la surface nous allons avoir le dieu Sun, donc le dieu du soleil, le dieu de la lumière, et ensuite il y a son frère dans le royaume obscur
qui est le dieu Night, donc le dieu des ténèbres. Danae est la jeune princesse fougueuse et rebelle du royaume des humains. Là, j'aurais dû m'en douter déjà que ça allait pas me plaire au niveau de ses caractéristiques, mais bon, soit j'y suis allée les yeux fermés. Et un jour, allez savoir pourquoi, il y a le dieu Sun qui a décidé de la prendre, elle, pour épouse. Donc il va l'embarquer dans son royaume, mais au cours justement de son voyage pour aller rejoindre le royaume de Sun, il y a le dieu Night qui l'enlève et qui la kidnappe. Le but, c'est de la séquestrer dans son royaume pour diverses choses. C'est un résumé que j'ai voulu très grossier, très rapide, sans forcément rentrer dans les détails, puisque je trouve que le résumé qu'il y a dans la 4e de couverture vous spoil l'intégralité du roman. Ce roman est très introductif et si vous voulez arriver sur le passage un petit peu de retournement de situation, on va dire, où ça commence à être un petit peu intéressant et on voit un peu plus le dieu Night, on arrive déjà à plus de la moitié du roman, on va dire. Ce roman, je le déconseille à tous ceux qui en ont marre du smut. Alors, 2 choses. La première, l'autrice a dit que ce roman-ci était soft. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais sachez qu'il est soft par rapport aux autres. Il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas de smut. Il y a des tentatives avortées, nous sommes avec beaucoup plus d'ambiance autour de la sensualité, de la sexualité, puisque déjà le royaume obscur est tourné là-dessus. L'autrice elle-même a dit que c'était des dépravés. Donc ça vous donne un peu une idée justement du royaume. Il y a cette omniprésence en fait de sexe qui moi m'a dérangée et ça dès le début du roman. Alors oui, comme je vous dis, il n'y a pas le pain qui est au four, mais il y a toujours des situations, plutôt des préliminaires suffisamment détaillées pour que moi ça me dérange. Encore une fois, je trouve que l'écriture d'Anatrice est superbe. Elle a encore fait un roman avec un très bon world building. Encore, je pense, des personnages assez torturés, complexes, avec une intrigue qui est poussée, un world building voilà, qui est très travaillé autour des dieux, autour des conflits, etc. Mais par contre, moi, c'est ce côté sexualité omniprésent qui m'a absolument dérangée et je me suis arrêtée au chapitre 25. Voilà, je n'ai pas continué à ce moment-là, donc vous voyez, je suis allée bien au bout quand même, mais c'est le monologue de Night pour ceux qui l'ont lu. Quand il se passe un truc avec Danae, il lui fait un espèce de monologue, déjà ça vous pose un petit peu l'ambiance de comment ça se passe entre les deux, et il te fait un monologue absolument vulgaire, parce que c'est un personnage qui se veut dominateur, prédateur et vulgaire aussi. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire au niveau de ce roman-là. Moi, ça ne l'a pas du tout fait à ce côté-là et j'ai préféré arrêter de ne pas continuer à me torturer personnellement jusqu'à la fin de ce tome 1. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas réfractaire à ce type de contenu que moi je considère comme érotique, c'est ma vision de voir la romantécie parce que je trouve que la romantécie est un genre qui est encore très nouveau et qui a besoin de faire ses marques dans la sphère littéraire, qui a besoin aussi de prendre une définition et aussi avoir une définition qui évolue au fil du temps, mais pour moi je rentrerai ce livre-là dans la catégorie érotique. Il y a quand même 2 femmes derrière, voilà. Vraiment, si vous êtes plutôt réfractaire déjà aux scènes de smut dans les livres, vous n'allez pas du tout apprécier ce roman. Alors oui, Anatrice, encore une fois, a une très belle plume, c'est une grande autrice, ça ne fait aucun doute, mais moi ce côté-là m'a dérangée. Donc si vous n'êtes pas réfractaire à ce type de contenu, vous allez adorer ce roman, vous allez sûrement adorer la trilogie, mais moi c'est pas du tout possible avec moi, donc ça a été un abandon. Bien, suite à ça, nous allons passer donc au podium avec les lectures que j'ai plutôt appréciées. Je commence du coup avec le bas du classement, donc celui qui se trouve en 3e position, c'est une réécriture des légendes arthuriennes. Il s'agit de Excalibur, le premier tome, la fabrique des rois de Gabriel Katz, qui m'a été envoyé de la part des éditions Scrinéo. Je ne suis pas encore sûre de poursuivre avec le tome 2, mais en tout cas, ça a été globalement une bonne lecture. Pas ce du tout à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de très comique, limite un petit peu décalé, rocambolesque, quelque chose voilà de poussé dans l'extrême au niveau de la comédie, mais alors pas du tout. Nous sommes sur un récit très sérieux, sur une réécriture donc de la légende d'Arthur. Dans ce royaume-ci, nous sommes avec des ordres de barbares qui arrivent sur les terres et qui malmènent, on va dire tout simplement pour ne pas être plus sanglant, les villageois, et le peuple a du mal à se rassembler parce qu'il n'y a pas de roi qui permet d'unifier tous les peuples. Donc il y a Lancelot et Merlin qui décident de fabriquer un roi. Ils vont prendre un paysan que personne ne connaît et qui est aussi facilement malléable. Il s'agit de Kai. Ils vont le former pour devenir un roi. Ils vont créer toute une légende autour de lui, notamment avec cette fameuse épée qu'il va retirer du rocher. Vraiment, ils façonnent le roi et sa légende comme ils l'entendent. Mais
il y a un type qui risque de bouleverser absolument tous leurs plans et il s'agit d'Arthur, le frère adoptif de Kai. Ce roman-ci, je l'ai trouvé très court et très effréné en termes de rythme en fait, parce qu'on est avec les points de vue qui s'enchaînent. C'est pas forcément noté chapitre 1, point de vue de Kai par exemple, mais on va avoir le point de vue de différents personnages qui s'enchaînent, notamment Lancelot, Merlin, Kai, la sœur de Kai aussi. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec des chapitres donc assez courts qui s'enchaînent dans un roman qui est lui-même court, donc on a du mal à s'attacher à tous ces personnages. Le côté sérieux et revisite de la légende arthurienne, moi j'ai bien aimé parce qu'il y a ce côté un petit peu où on va dénaturer le mythe en reprenant tous les codes, mais en même temps on va essayer de décrédibiliser en fait l'intégralité de la légende. Et j'ai bien aimé en fait comment c'était tourné. Le personnage d'Arthur, je vous jure, j'ai envie de lui foutre des baffes. Il est exécrable ce type-là. Mais j'aime bien tout l'univers qui se déroule autour, comment ils vont devoir s'adapter face à toutes les perturbations qui vont venir entraver leur plan initial. Le personnage de Kai est assez touchant, mais voilà, j'ai pas ressenti d'émotion au niveau des personnages. C'est ça qui me fait hésiter avec le tome 2. C'est que j'ai eu du mal en fait à m'attacher, malgré un roman qui a été quand même assez intéressant dans sa construction et dans l'univers, en reprenant donc la légende du roi Arthur. Mais voilà, il y a ce côté où j'ai pas réussi à m'attacher finalement au personnage et qui fait que ça me fait un peu ni chaud ni froid. Il y a juste le personnage de Morgane que moi j'aime bien à la base et que j'avais envie de découvrir un petit peu plus, qui est peu présente dans ce tome 1, donc peut-être dans le tome 2. Je sais pas, je vais y réfléchir. Avant-dernier roman que je vous présente, j'ai mis du temps à le lire celui-ci, mais je trouve que l'hiver était finalement la période parfaite pour découvrir ce titre-là, vu qu'il se déroule dans des pays nordiques assez reculés où la neige est très abondante. Il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett qui était publiée aux éditions Sabran. Là encore une fois, je voulais absolument lire ce tome 1 avant de me jeter sur la sortie du tome 2 et spoil alert, je n'ai toujours pas acheté le tome 2. Car je pense que ce tome 1 peut se suffire à lui-même. On arrive avec la conclusion de l'histoire qui se déroule dans le tome 1. Vous pouvez poursuivre les aventures avec les révélations qu'il y a eu à la fin avec le tome 2 si vous le souhaitez, mais je pense que ce tome 1 peut se suffire donc à lui-même. Dans cette histoire, nous sommes avec Emily qui est une chercheuse universitaire sur le domaine de la dryadologie. Donc elle étudie les fées et son objectif est d'écrire la toute première encyclopédie féerique jamais écrite. Dans le cadre de ses recherches, elle va donc partir dans un pays très reculé, peut-être l'Islande, mais en tout cas le nom est imprononçable, il n'y a pas une seule voyelle, il n'y en a que deux, pour rechercher justement des informations sur les recluses qui sont les fées les plus rares et qui méritent donc d'avoir un petit peu son attention. Mais il y a également son rival, un autre professeur qui va venir lui rendre visite et lui il est complètement à l'opposé du caractère d'Emily, il est très excentrique, très extravagant, j'adore ce personnage-là. Le personnage de Emily est plus réservé, au contraire, elle est plus froide, plus terre-à-terre et avec une analyse très scientifique des événements, ce qui se ressent beaucoup finalement dans le récit parce qu'on a une espèce de distance qui s'installe, qui fait qu'on a un petit peu du mal à s'accrocher. Pourtant, je trouve que dans ce récit, on est sur un aspect assez cocooning, malgré des faits qui sont effroyables, sanglantes, meurtrières et tout ce qui s'ensuit. Nous ne sommes pas sur le joli conte de fées, ah non, absolument pas, on est avec des fées qui sont absolument atroces et j'ai adoré justement cet aspect-là parce qu'en plus de ça, il y a un passage où on va se retrouver directement en contact avec ces fées, on va apprendre un petit peu plus de leur univers, de comment elles utilisent leur charme pour envoûter les humains, etc., même enlever des enfants. Donc c'est un petit peu hardcore sur ce niveau-là, mais je l'ai trouvé assez bien construit, très réfléchi et très recherché sur les mythes et légendes autour des fées telles que nous les connaissons, mais aussi sur un aspect beaucoup plus affreux. Donc j'ai bien aimé cette construction-là et il y a cet aspect voilà très cocooning qui vient contraster finalement cette horreur au niveau des fées, notamment par le fait qu'ils se retrouvent dans un petit chalet, dans le froid, sur le feu, en train d'écrire son journal et tout, faire ses recherches, la relation entre les deux qui se développe aussi, mais qui est très soft, très subtile, un bon gros slow burn qui encore est très éloigné. Bref, tout ça pour dire que faut pas s'attendre à de la romance dans ce tome-ci. On est vraiment sur un caractère de recherche, de découverte de créatures et j'ai bien aimé. Sur ce côté-là, c'était franchement intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas par contre si je vais lire le tome 2. Ça me plaît bien, mais je me dis est-ce que j'ai envie de le lire maintenant? Est-ce que je vais dépenser mon argent là-dedans? Voilà, je suis en pleine question de ça en ce moment. Donc je ne sais pas trop. Si vous l'avez lu, le tome 2, éventuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et enfin, j'arrive au top du classement. Je dois dire que c'est un véritable coup de cœur. Ça m'a réconcilié avec le genre de la romantique
romantasy, ce titre-là, parce que je commençais justement à désespérer de ne pas trouver des titres en romantasy qui me plaisaient, qui étaient suffisamment bien construits en termes de world building et en termes de romance, sans qu'on rentre dans le cliché, dans l'absurde non plus. Et ce titre-là m'a convaincue à 100%. C'est tout ce que je recherche. Alors, certes, il n'est pas sans défaut, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant et qui a un bon dosage entre les deux. Donc, j'ai franchement apprécié. Il s'agit du livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole qui m'a également été envoyé en service de presse de la part des éditions Bookmark et je suis incroyablement reconnaissante pour ça. D'ailleurs, celle qui s'occupe des services de presse m'a dit « Je suis absolument certaine qu'il va te plaire ». Et ben, ça n'a pas loupé. Vraiment un immense coup de cœur pour ce titre-là, qui est vraiment très très bon dans le genre de la romantasy. Alors ne vous laissez pas surprendre par cette espèce de pavasse. Ça fait même pas 800 pages, le papier est assez épais quand même, donc ça donne cette impression qu'il est énorme, mais ça va. Il est écrit gros aussi accessoirement. Et on est avec Diana, qui est un personnage qui fait partie du clan des méchants dès le début du roman. Elle n'est pas du bon côté, au contraire, elle est manipulée aussi par son créateur. C'est une espèce de démon, c'est une créature un petit peu particulière, mais on va l'associer dans notre discours là plutôt à une démon, ça va être plus simple. Et son créateur, donc quelqu'un de pas franchement sympathique, missionne Diana et ses acolytes à partir à la recherche d'un artefact qui serait une légende. En fait, personne n'est convaincu de son existence, il n'y a que son créateur qui est persuadé qu'il existe et qui pourrait changer la donne au niveau du pouvoir. C'est donc le livre d'Azraël, le livre maudit d'Azraël, comme le titre l'indique, du roman. Et à côté de ça, vous avez Liam, qui est anciennement Zamkiel, aussi connu sous le nom du dévoreur de mondes. C'est un dieu qui fait partie du clan des gentils pour le coup. Leurs chemins, vous vous doutez, vont se croiser dans un panel d'étincelles, mais surtout de feu. Je l'ai dit, je crois, dans ma chronique Instagram qu'elle va vous mettre le feu aux fesses comme elle a mis le feu à la pièce. Diana est assez badass comme personnage, en fait. On se retrouve vraiment sur un personnage charismatique, très fort, brutal même à certains moments, mais extrêmement puissante, sans rentrer, je trouve, dans le cliché où c'est un côté qui est un petit peu redondant et fatigant, en fait. Donc j'ai trouvé son personnage très intéressant parce qu'il y a un moral gré qui est très bien construit, je trouve, autour de ce personnage-là. Ses motivations sont assez louables dans un sens, même si elle tue des gens. Et de l'autre côté, on a le personnage donc de Zamkiel, le dieu, qui est en dépression. Clairement, donc on a cet aspect aussi dépressif qui est très bien construit, qui est assez présent et on va voir sa construction et plutôt sa résilience au fur et à mesure du temps, comment il va s'en sortir avec l'aide aussi de Diana dans un sens, mais on va voir vraiment le personnage évoluer au fur et à mesure du roman avec ses traumatismes qui sont bien présents et j'ai apprécié justement ce côté-là au niveau du personnage de Liam, c'est qu'on met pas de côté ces traumatismes et qui sont justement très présents et qui contribuent justement à ses réactions, ses paroles, son état, son comportement, enfin voilà, c'est assez présent et bien construit. Mais le personnage de Diana est merveilleuse, je trouve, au niveau des répliques mordantes qu'elle va avoir, tant avec Liam qu'avec les autres personnages. C'est une personne aussi qui est affreusement seule et qui n'a que sa sœur pour seule compagnie, seul amour en fait. Vraiment, l'amour, elle ne l'a qu'auprès de sa sœur. Et j'ai trouvé ça très touchant, la relation entre les deux. J'ai absolument adoré aussi le personnage de sa sœur. Il est génial. Le world building est suffisamment bien construit pour moi en termes de lore. On a des retours au passé aussi quand on a le point de vue de Liam afin de comprendre pourquoi déjà on l'appelle le dévoreur de mondes et ce qui s'est passé dans cet autre monde qui n'est pas celui dans lequel nous allons évoluer avec nos personnages. Et vraiment, je l'ai trouvé génial. La romance prend sa place. Il y a un moment donné à peu près au niveau de la moitié du roman, elle bascule un petit peu au premier plan pour qu'on voit vraiment évoluer les personnages ensemble, histoire d'avoir un petit peu d'espoir. Et ils vont se retrouver ensemble dans leur solitude. Et j'ai bien apprécié le lien qui les unit tous les deux, comment il va évoluer. La romance était absolument géniale. Et je pense que dans le tome 2, nous allons partir sur quelque chose d'encore plus explosif. La romance va être encore présente, mais je pense qu'on va bien rentrer sur des conflits entre les différents clans, des combats. Et on en a beaucoup d'ailleurs dans ce tome-ci, des champs de bataille, mais aussi des confrontations entre des personnages, des créatures et tout. J'ai adoré, franchement, je ne peux que vous recommander cette romantasy, c'est tout ce que j'aime. Il y a du smut, attention, c'est 2 chapitres sur l'intégralité du roman. 2 chapitres, les gars, ça peut le faire. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous invite à mettre en commentaire l'emoji de feu en référence justement à Diana. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la partie 2 de cette update lecture qui arrivera la semaine prochaine, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.
Ciao ciao!